De retour avec mon ami Hugo Galland pour discuter de l'existence de Dieu et des arguments théistes, du coup des arguments en faveur de l'existence de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas regardé les premières vidéos, nous avions déjà fait une première vidéo sur l'épistémologie, les questions qui sont relatives à l'étude de la nature de nos connaissances, de la méthode épistémique, de savoir qu'est-ce qu'une preuve, qu'est-ce qu'une croyance, toutes ces questions fondamentales. Dans une deuxième vidéo, nous avions parlé de l'argument cosmologique du Kalam, donc l'argument qui se fonde sur le commencement de l'univers, pour montrer que l'univers a une cause. Et dans cette vidéo, nous proposons de discuter d'un troisième argument, d'un deuxième argument cosmologique, qui est l'argument cosmologique de la contingence dans sa version leibnizienne, parce qu'il existe plusieurs versions de l'argument de la contingence, une thomiste notamment, et celle que je défends dans mon livre, qui est la version de type leibnizienne. Donc voilà, je te laisse Hugo se représenter. Bonjour à tous, bonjour Mathieu, et ravi de te revoir dans cette nouvelle vidéo débat. Comme tu l'as dit la dernière fois, donc on a parlé du Kalam. Il s'agissait de discuter notamment autour du sujet du temps, de l'infini en physique. Donc je renvoie nos auditeurs à cette première vidéo, bien qu'elle ne soit pas nécessaire absolument pour visionner celle-ci, puisqu'on va aborder un argument assez indépendant, donc l'argument de la contingence. Comment tu pourrais formuler, toi Mathieu, l'argument de la contingence? Alors l'idée déjà, c'est de commencer à définir quelques termes. En fait, ce qu'on entend par contingent, c'est ce qui aurait pu ne pas exister, ce qui aurait pu ne pas être. Donc, par exemple, votre téléphone portable, vos cours, votre lit, vos parents, toutes les choses en fait, que vous connaissez dans vos quotidiens sont des choses contingentes, c'est-à-dire qu'elles existent, mais elles auraient pu ne pas exister. C'est-à-dire qu'il y a des mondes possibles où ces choses n'existent pas. Quand je dis il y a des mondes possibles, la notion de monde possible, c'est une description de la réalité telle qu'elle aurait pu être. Donc, par exemple, il y a un monde possible où la chaise sur laquelle je suis assis n'existe pas. Donc ma chaise existe, mais elle aurait pu ne pas exister. Elle est de ce fait contingente. Donc ça, c'est un petit peu la notion de contingence. C'est important de bien comprendre cette notion pour comprendre l'argument. Et par opposition à ce qui est contingent, il y a ce qui est nécessaire, donc des choses qui existent et qui n'auraient pas pu ne pas exister. D'accord? Donc, typiquement, là, les lois de la logique, le principe de non-contradiction, le principe de contraposition, les équations mathématiques, toutes ces choses-là sont absolument nécessaires. C'est-à-dire qu'elles sont vraies dans tous les mondes possibles. Toute description de la réalité doit les inclure. Il est impossible de concevoir le monde sans que ces choses-là soient bien réelles. Et enfin, il y a ce qu'on pourrait dire qui est impossible, donc des choses qui sont des contradictions internes. Donc, par exemple, la notion de cercle carré ou de célibataire marié, ce sont des choses impossibles. Ça n'existe dans aucun monde possible parce que ce sont des choses qui sont ontologiquement contradictoires. Donc, elles n'ont pas d'existence réelle dans aucun monde possible. Donc, c'est vraiment ces trois catégories qu'il faut bien comprendre, ce qui est impossible, ce qui est nécessaire et ce qui est contingent. Donc, il y a aussi ce qui est possible, ce qui serait intéressant de définir, donc la notion de possibilité, parce que tu parles de contradiction, donc pour toi, ce qui est possible, c'est ce qui est logiquement non contradictoire, par exemple. Oui, ce qui est possible, c'est ce qui aurait pu exister ou ne pas exister. Donc, en général, tant que tant qu'il n'y a pas de contradiction dans l'existence d'une chose, on peut supposer, épistémiquement du moins, que cette chose est possible. D'accord. Par exemple, les lois de la logique en elles-mêmes, en quoi les lois de la logique en elles-mêmes seraient logiquement nécessaires? En quoi leur absence serait logiquement contradictoire? Parce que si le principe de non-contradiction, par exemple, n'existait pas, ça serait. En fait, ça serait. Pas contradictoire. Puisque si le principe de non-contradiction n'existait pas, il n'y aurait pas de sens à dire que l'état du monde serait contradictoire, puisque le principe de C'est vrai. n'existe pas. Mais alors, du coup, on peut retourner et dire, si le principe de non-contradiction est faux, alors il peut être vrai en même temps, parce qu'il est faux. Donc, et donc, du coup, on aboutirait à la conclusion qu'il est vrai. En fait, ça serait autoréfutatif de nier la vérité du principe de non-contradiction. De toute façon, on va pas
renier le principe de non-contradiction. On a bien établi dans la première vidéo les bases épistémiques sur lesquelles on va se fonder. Bon, alors si j'étais taquin, je pourrais te dire que dans un espace en norme infinie, une boule peut être carrée, mais bon, peu importe. En fait, ce qui serait intéressant, ce serait surtout de définir les critères de contingence. Comment tu te proposes, toi, de définir ce qui peut être ou non contingent? Tu donnes l'exemple d'un téléphone, d'une chaise comme étant des objets contingents. Pour moi, on ne peut pas conclure aussi hâtivement à la contingence d'une chose, parce que ça nécessiterait d'avoir fait tous les raisonnements possibles sur l'état du monde en leur absence et de conclure qu'il n'y a aucune impossibilité logique à leur absence. Je pense qu'il faut être assez prudent sur cette notion de contingence. En particulier, il y a certaines positions philosophiques, par exemple le nécessitarisme, qui considère que la notion même de contingence n'existe pas. Je pense que ce sera un point assez important, justement, pour réfuter l'argument de la contingence de façon générale, parce que cet argument repose sur l'idée que l'univers est contingent. Je pense que on va l'exposer de façon assez plus précise, ce qu'on entend par argument de la contingence, et après on discutera de ces critères-là. Comment on pourrait définir l'argument de la contingence? Il y a plusieurs versions de l'argument de la contingence. Moi, celle que j'aime bien, c'est partir du fait qui est largement reconnu aujourd'hui, par la quasi-totalité des philosophes, qui soient athées ou théistes, c'est qu'il existe des êtres contingents, c'est-à-dire des choses contingentes dans notre existence. Donc, il n'y a pas de nécessité à ce que mon téléphone portable existe. Il existe, mais il aurait pu ne pas exister. Et alors, hormis quelques rares personnes nécessitaristes qui pensent que tout ce qui existe devait exister, qu'il n'y a qu'un seul monde possible, il est quand même reconnu qu'il y a des choses dans la réalité qui existent et qui auraient pu ne pas exister. Donc, à partir du moment où on a cette base commune, on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'il existe des choses contingentes? Pourquoi est-ce qu'il existe des choses qui existent dans notre monde, mais qui auraient pu ne pas exister? Autrement dit, c'est la question de Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi y a-t-il un univers? Qu'est-ce qui explique l'existence des êtres contingents de notre quotidien? Et c'est après qu'on peut faire intervenir le principe de raison suffisante. Donc, il y a plusieurs versions de ce principe, mais en général, le principe de raison suffisante, il cherche à chercher une explication au fait qu'il existe ces êtres contingents. Donc, une version forte du principe de raison suffisante dira que tout ce qui est contingent doit avoir une cause ou une explication externe. Et donc, typiquement, bah, on le vérifie dans notre quotidien. Si mon café, là, il est contingent, il a une cause qui est extérieure à lui-même. Il n'a pas en soi, en lui-même, la raison de son existence. Donc, on pourrait dire que le principe de raison suffisante, c'est de dire tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence tire son existence d'ailleurs. Euh, donc, c'est un petit peu ça, le principe de raison suffisante. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'univers est nécessaire ou contingent? Et alors, le défenseur de l'argument de la contingence va essayer de dire, d'argumenter pourquoi l'univers serait contingent, et du coup, par application du principe de raison suffisante, qu'il aurait besoin d'une cause ou d'une explication externe à lui-même, parce qu'il n'a pas en lui-même la raison de son existence. Très bien. Et cet être, du coup, si on établit que, que la totalité des êtres contingents est contingente, elle doit avoir nécessairement une cause, et cette cause sera forcément un être qui est nécessaire, c'est-à-dire un être qui a en lui-même la raison de son existence, et la cause de tous les êtres contingents ne peut pas être contingente elle-même, parce que sinon elle serait incluse dans la totalité. Euh, donc, une fois qu'on admet que la totalité des êtres contingents est contingente, et que le principe de raison suffisante est vrai, il s'ensuit logiquement qu'il existe, que l'être nécessaire existe. Qu'il existe un être qui a en lui-même la raison de son existence et qui n'aurait pas pu ne pas exister. Très bien. Bon, alors, le principe de raison suffisante, on pourrait éventuellement le questionner sur son applicabilité à l'univers en tant qu'entité globale. Je crois que tu en parles dans ton livre, c'est ce qu'on appelle le fait brut, c'est bien ça, non? Oui, L'idée j'ai répondu que... à cette objection. Voilà. Donc, effectivement, ça pourrait être déjà
un point de flou sur l'argument de la contingence. Est-ce que le principe de raison suffisante s'applique à l'univers en tant que quantité globale, puisqu'on le vérifie empiriquement à chaque fois sur des particuliers de l'univers et pas sur l'univers global? Pourquoi on devrait inférer de ces observations particulières cet état de fait global? C'est pas, déjà, c'est pas une inférence. Je dis pas, l'argument, c'est pas parce que le principe de raison suffisante est abondamment vérifié dans notre quotidien, alors il s'ensuit que on peut l'appliquer intégralement à l'univers. Euh, En fait, c'est juste, c'est un principe. Le principe de raison suffisante, il faut comprendre que c'est un principe fondamental de la raison. Sans ce principe, il n'y a pas de, il y a pas de rationalité, parce que la rationalité, c'est chercher l'explication ultime des choses, d'accord? Donc, à partir du moment où il est possible, en théorie, d'avoir l'explication d'une chose, le principe de raison suffisante devrait s'appliquer. Et c'est celui qui veut nier qu'on puisse appliquer le principe de raison suffisante à l'univers qui a la charge de la preuve. Parce que il invoque là une exception Moi, je à, ne nie ni n'affirme rien. à la vérité. Donc, Ouais. Moi, je ne nie ni n'affirme rien. Simplement, je questionne, je doute. Et donc, à mon avis, c'est déjà deux choses de nature assez différentes. L'univers en tant que quantité globale et les choses qu'on observe dans l'univers. Et quand tu dis que les principes de la raison sont des principes fondamentaux, justement, je pense que on est convaincu de ces principes par habitude. C'est parce que justement, on est porté à les vérifier dans notre état quotidien qu'on a des bonnes raisons de croire que ces principes abstraits fonctionnent. Mais dans le cadre de l'univers, en tant qu'entité globale, on ne peut jamais vérifier ce principe. Il est tout à fait envisageable que la raison puisse avoir une limite, que la portée explicative ne puisse ne pas aller plus loin que nos observations particulières à l'intérieur de l'univers. d'accord, sauf que, comme je l'ai défendu dans le livre, il existe une version faible du principe de raison suffisante qui est beaucoup plus difficile à nier, parce que cette version faible du principe de raison suffisante affirme non pas que tout ce qui est contingent doit avoir une cause ou une explication externe, mais que tout ce qui est contingent peut avoir une cause. Il est métaphysiquement possible qu'il y ait une cause ou une explication externe à un fait contingent. C'est beaucoup plus difficile à nier. Euh, donc en fait, le sceptique là doit soutenir euh, qu'il existe au moins certaines choses contingentes pour lesquelles il est en principe impossible qu'ils aient une cause. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à soutenir, à mon avis. Enfin, les sceptiques ne soutiennent rien par définition. Ils envisagent toutes les possibilités, mais justement. D'accord, mais le sceptique qui voudrait, Ouais. nier ce principe, qui voudrait en tout cas le contester, qui voudrait contester la version faible du principe de raison suffisante, sera obligé de, du coup, de, enfin, si on nie la proposition comme quoi il est possible que tout ce qui est contingent ait une cause, euh, alors ça revient à dire qu'il existe au moins certains êtres contingents pour lesquels il est impossible qu'ils soient causés. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, épistémiquement, on peut se dire c'est quand même beaucoup plus improbable. Mais mettre en doute une affirmation, c'est pas adhérer à sa négation immédiatement. Simplement considérer les deux possibilités. Mais on ne va pas s'attarder trop sur le principe de la raison suffisante. Admettons qu'il soit vrai. Maintenant, il s'agirait quand même de comprendre pourquoi l'univers est contingent. Parce que l'argument repose essentiellement sur ça. Précédemment, dans la discussion, j'ai dit que l'argument de plein de positions comme le nécessitarisme permettait de ne pas considérer ce prémisse. Toi, tu es nécessitariste ou pas? Je ne suis pas spécialement nécessitariste, mais pourquoi toi ne les-tu pas? C'est plus la question. Ben, parce que je pense, comme 80, enfin, je sais pas quel est le pourcentage des philosophes qui étudient ces questions, mais
que c'est évident qu'il y a des choses dans notre existence, dans notre quotidien, qui existent et qui auraient pu ne pas exister. Par exemple, moi-même, j'aurais pu ne pas exister si mes parents s'étaient unis à un autre moment. Et le gars qui défend la position nécessitariste, il est obligé de soutenir qu'il n'y a qu'un seul monde possible, qu'il n'y a qu'une seule version euh, de la réalité telle qu'elle aurait pu être. Et déjà, enfin, toi qui aimes bien la science et la physique quantique, on sait, grâce à la physique quantique, euh, du moins dans ses interprétations majoritaires, que, il y a des faits qui sont des faits quantiques qui sont indéterministes. Oui, alors précisément, Et donc, la physique quantique affirme un non-déterminisme et ce n'est pas une contingence. Le fait que la physique quantique ait des résultats relativistes à notre point de vue n'implique pas forcément un état contingent du monde. Mais bon, attention, je ne parle pas forcément de... Enfin, il ne s'agit pas de postuler l'existence de variables cachées ou quoi que ce soit d'autre, mais par exemple, on peut penser à des modèles comme les mondes multiples d'Everett, qui donnent un cadre explicatif aux résultats probabilistes de la mécanique quantique. En fait, le modèle des mondes multiples d'Everett postule qu'à chaque état indéterminé, on a une ramification en plusieurs mondes parallèles. Et donc, ces différents mondes possibles en arborescence sont tous réalisés. Et donc, la mécanique quantique peut être probabiliste, mais pour autant, c'est compatible avec l'idée d'un univers, enfin, un multivers global qui serait nécessaire. Donc, la physique et quantique tu n'est pas... découvres que l'indéterminisme quantique s'oppose à la notion de nécessité, justement parce qu'il y a des événements quantiques qui sont indéterminés. Ah non, précisément, je viens de te répondre. On peut tout à fait avoir un modèle nécessaire du multivers des mondes multiples d'Everett, tout en considérant un aspect probabiliste quant aux ramifications que nous, en particulier, on va prendre au sein du modèle. Le non-déterminisme n'est pas une contingence. Mais ça, je n'en suis pas certain. Ben, je sais pas, moi je te donne. Parce que, bon, Ben, admettons, moi, dans le livre, je donne 5 arguments différents en faveur de la contingence de l'univers. Le premier argument, c'est d'argumenter que l'univers lui-même a commencé d'exister. Et si quelque chose commence d'exister, c'est qu'a priori, il n'existe pas nécessairement. Donc, si l'univers était nécessaire, normalement, il devrait exister de toute éternité, parce que ça serait impossible, enfin, son inexistence serait impossible. Donc si mes arguments en faveur de l'impossibilité d'un passé infini sont valides, ça veut dire que l'univers a un commencement et donc il n'est pas nécessaire. Mais après, admettons que tous ces arguments échouent et que non, mais il est on peut justement en discuter là, c'est intéressant. Donc tu dis que puisque l'univers a commencé d'exister, il n'existe pas de toute éternité. On a longuement débattu sur ces questions-là, donc je renvoie nos auditeurs à la vidéo précédente, mais juste en 2 mots, l'univers en tant que quantité globale, il n'est pas temporalisé, donc il existe de toute éternité. Donc, dans ce cas-là, on peut tout à fait concevoir que cette entité globale de l'univers, en tant que contenant, en tant qu'espace-temps, puisse être nécessaire. Il n'y a pas de contradiction là-dessus. Et effectivement, c'est dans la succession des instants, des moments particuliers qu'il y a peut-être une chaîne qui a un commencement. Mais le cadre global, lui, il existe de toute éternité. On ne peut pas avoir du temps inscrit dans le temps. Ce serait une contradiction. Et... Non, je comprends pas. Tu es en train de soutenir que l'univers pourrait avoir eu un commencement radical et quand même être métaphysiquement nécessaire? c'est tout à fait possible parce que là, on parle de l'univers en tant que quantité, en tant que bloc. Donc cet univers bloc, il peut exister de toute éternité, mais ce qui sont temporels, c'est les instants à l'intérieur de lui-même. Non, mais attends. Là, je suis en train de dire que Ouais. si l'univers a un commencement radical, si tout l'univers a un commencement radical, alors il n'est pas nécessaire. Je Non, suis pas l'univers est d'accord. contingent. D'accord. Donc tu es d'accord avec cette implication? Non, je suis pas d'accord. Pas Pourquoi d'accord. Non. Ben, parce que ce qui est nécessaire, c'est ce qui n'aurait pas pu ne pas exister. D'accord? Et donc, si l'univers a un commencement radical, ça veut dire que il a pu ne pas exister, puisqu'il a commencé d'exister.
et donc qu'il n'est pas métaphysiquement nécessaire. Bah, je ne suis pas convaincu par cet argument. Encore une fois, si on voit l'univers comme un bloc, comme une entité globale, et qu'on considère les successions d'instants simplement à l'intérieur de la notion de temporalité, qui est l'une des composantes de l'univers, bah, l'univers en tant que tel, globalement, existe de toute éternité. Il existe tout aussi bien qu'une abstraction quelconque pourrait exister. Donc je ne suis pas d'accord avec toi pour dire qu'on peut inférer de la structure finie du temps à l'intérieur de l'univers, le fait que l'univers en lui-même puisse être contingent. C'est, à mon avis, une inférence assez hâtive. Mais Est-ce que tu es d'accord? Ouais. Parce que dans le bouquin, je donne 5 arguments différents en faveur de la contingence de l'univers. Bon, bah, Le premier, discutons des c'était autres que... arguments. De quoi? Bah, discutons des autres Ouais. arguments. Donc le premier, c'était que le commencement implique la contingence. Ça, en général, enfin, je connais pas beaucoup de gens qui disputent cette affirmation, mais bon, Je admettons. sais pas, moi. Le deuxième argument que je donnais, c'était que il n'y avait pas de contradiction à concevoir d'autres mondes possibles où notre univers n'existerait pas ou qu'il serait différent. Donc, c'était pas contradictoire de concevoir l'univers avec certaines choses en plus ou en moins. Donc, par exemple, l'univers exactement comme le nôtre, mais sans une astéroïde enfin, en plus ou en moins, qu'on retire une astéroïde. Et ça semble pas contradictoire d'envisager que l'univers aurait pu être comme ça, ou que les constantes fondamentales qui régissent le cosmos auraient pu être légèrement différentes, que la constante de Planck, par exemple, elle aurait pu valoir un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins. Il n'y a pas de contradiction logique à concevoir ce genre de micro-changements dans l'univers. Oui, parce que tout simplement, on est d'un point de vue de très basse abstraction. On ne connaît pas les fondements de l'univers. Actuellement, les théories les plus pointues en physique échouent à donner un cadre explicatif global de notre univers. Donc, il est tout à fait possible qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. Dans ce cas-là, on ne peut pas conclure à leur contingence de façon aussi hâtive. Précisément par rapport aux constantes fondamentales, on va en rediscuter probablement pour l'argument du fine-tuning, parce que c'est un des points qui me paraît, enfin, un des points les plus importants de cet argument. Pourquoi la constante de Planck ou la constante universelle de gravitation pourrait, selon toi, être un petit peu en dessous ou au-dessus de ce qu'elle est en réalité? Comment tu peux conclure qu'il n'y aurait pas de contradiction à ça? Tu connais pas les raisons pour lesquelles les choses sont ce qu'elles sont. Enfin, en fait, l'idée de prétendre une contingence absolue au phénomène qu'on observe, ça présuppose que l'on a déjà tout compris des fondements de l'univers. Or, ça n'est pas le cas. On cherche les fondements de l'univers. Je suis pas d'accord que tu as besoin d'avoir compris tous les fondements de l'univers pour déduire qu'il y a certaines choses dans l'univers qui auraient pu ne pas exister. Par exemple, j'ai pas besoin d'avoir étudié en profondeur enfin, les fondements qui régissent le cosmos pour comprendre que une astéroïde ou un atome aurait pu exister ou ne pas exister. Si tu prends l'univers tel qu'il est aujourd'hui et que tu retires un seul atome, ça impliquera pas de contradiction métaphysique. Enfin, ça, enfin, à mon avis, c'est juste du bon sens de dire ça. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de la physique de haut niveau pour savoir que si tu retires un micro-objet de l'univers, l'univers aurait pu avoir un petit objet en moins ou en plus. Oui, alors je me méfie du bon sens de façon générale, en particulier dans des questions de physique et de métaphysique, mais l'idée, c'est pas de se dire en l'état actuel, il n'y aurait pas de contradiction. Mais la nécessité, elle peut être impliquée par rapport aux raisons pour lesquelles ces choses existent. Enfin, en amont, pourquoi cet astéroïde existe? Parce qu'il a été provoqué nécessairement par d'autres phénomènes. Je sais pas, et même on observe l'univers dans un cadre très restreint. Aujourd'hui, on a accès à l'univers observable et puis c'est tout. On ne peut pas savoir ce qu'il y a au-delà, on ne peut pas savoir si on est dans un modèle de multivers ou pas. Encore une fois, ça me Je paraît. sais, mais il n'y a pas besoin de savoir tout ça. Il n'y a pas Bah, besoin de je savoir pense si que les ça me paraît multivers hâtif existent. mais je pense que ça me paraît quand même hâtif de conclure que quelque chose
on pourrait tout à fait se passer d'une composante de l'univers sans savoir d'où elle provient, si tu veux. Donc toi, tu es en train de dire qu'il faut avoir une connaissance absolue de tout ce qui concerne l'univers pour savoir si ce stabilo aurait pu ne pas exister? Bah, je pense que si on veut le faire en toute rigueur, oui, il s'agirait de remonter aux causes qui ont produit l'existence de ce stabilo ou de n'importe quel autre objet, et de comprendre pourquoi, voilà, de comprendre la chaîne causale qui a abouti pour pouvoir savoir si c'est une existence nécessaire ou pas. Moi, je pense que la notion de concevabilité est un bon guide à la possibilité métaphysique. Donc, à partir du moment où on peut concevoir que quelque chose aurait pu être différent, ou qu'il n'y a pas de contradiction logique à concevoir euh, l'inexistence de la chose ou le fait qu'elle soit légèrement différente, on peut supposer épistémiquement que la chose est contingente. C'est pas, je suis pas en train de dire que le fait qu'une chose soit concevable implique nécessairement qu'elle est possible, mais c'est quand même en général un bon guide. La concevabilité est un bon guide à la possibilité, sauf si on a de fortes raisons de penser le contraire dans certains cas. Mais globalement, Alors, je en tout pense cas, que c'est dans bon. des énoncés métaphysiques, il me semble que c'est plus délicat que simplement se référer au bon sens. Je pourrais faire une analogie avec des systèmes axiomatiques en mathématiques, par exemple. Je peux te donner un théorème qui paraît complètement contingent, mais qui sera nécessairement la conséquence d'axiomes. Et donc, ça pourrait être tout à fait le cas pour les particules de l'univers. En Pardon? fait, à partir du moment où on peut se demander pourquoi quelque chose est comme ci plutôt que comme cela, c'est une indication de contingence. Parce que le fait même que tu te poses la question de pourquoi la chose est ainsi plutôt qu'autrement, Bah, par exemple, tu vois, ça aurait pourquoi? aucun sens de se demander, ça aurait, Ouais. oui, Non, vas-y, j'ai je dit, ça t'écoute. aurait aucun sens de demander pourquoi ce triangle a des angles dont la somme fait 180 degrés. Parce que c'est un fait qui est nécessaire. Tout triangle doit avoir la somme de ses angles qui fait 180 degrés. Par contre, si je demande pourquoi ce triangle est noir, bah là, ça semble une question pertinente, parce que ce triangle aurait pu ou il aurait pu faire une autre taille. Et donc, à partir du moment où on peut demander pourquoi ceci, pourquoi cela, et qu'on est dans l'optique de chercher une explication, ça veut dire que les choses sont ainsi, mais elles auraient pu ne pas être comme ça. Sinon, la notion même de questionnement et de pourquoi ceci, pourquoi cela, n'aurait pas de sens, en fait. Donc, le fait même qu'on se questionne sur ces choses, à mon avis, c'est quand même c'est quand même un indicateur que ces choses en question sont contingentes, c'est-à-dire qu'elles auraient pu être légèrement différentes. Ouais, moi, je t'avoue que ça me paraît assez flou cette notion de questionnement, parce que justement, c'est le but des mathématiques de se demander pourquoi on a certaines propositions et justement ensuite de les démontrer. Et puis, je sais pas, par exemple, pourquoi il existe exactement 15 nombres premiers super singuliers. On pourrait considérer que c'est complètement arbitraire comme valeur, donc que c'est contingent. Mais non, en fait, les axiomes actuels des mathématiques standards, donc les axiomes ZFC, forcent la présence d'exactement 15 nombres premiers super singuliers. Pourquoi pas 16? Pourquoi pas 14? Ben, c'est peut-être une question qu'on peut se poser de façon immédiate, mais ce n'est pas une preuve de contingence. Et de la même Oui, façon, pourquoi les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui? Peut-être qu'on peut se poser la question de façon immédiate, mais il pourrait exister des axiomes de l'univers qui forcent leur existence en tant que telle, des axiomes même métaphysiques. Hein. On ça pourrait veut dire parler quoi, les axiomes de l'univers? des principes qui régissent l'univers dont on n'arrive pas forcément à établir la liste aujourd'hui parce qu'on a une connaissance limitée de l'univers, mais voilà, ça ne me semble pas. Oui, mais ces principes, ils doivent avoir une explication. Pourquoi est-ce que ce sont ces principes qui gouvernent l'univers? Bah, encore une fois, les lois de la logique, et même par exemple, tu prenais l'exemple du nombre 180 degrés, la somme des angles d'un triangle, c'est pas vrai selon certains systèmes axiométiques, ça. En Oui, géométrie sphérique dans ou en R2, géométrie dans R2. hyperbolique. Non, mais c'est important parce que ça montre que n'importe quelle vérité, aussi nécessaire puisse-t-elle être, est dépendante d'un système d'axiomes. Les Oui, choses mais sont tu dis dans possibles. R2. Dans R2, c'est vrai. Voilà, dans R2, c'est vrai parce que tu présupposes un système d'axiomes, tu présupposes des lois de la logique,
Donc peut-être que les lois de la logique existent, les lois de la physique existent telles quelles, et que d'après ces lois, notre univers présente certains aspects nécessaires, dont on n'arrive pas forcément à en déduire la nécessité de par notre position ignorante des phénomènes premiers. Mais alors, du coup, comment parce que c'est un peu, en fait, le nécessitariste, c'est impossible de commencer l'argument avec lui parce qu'il reconnaît même pas qu'il existe des objets contingents. Donc, en fait, l'argument de la contingence, il peut pas décoller dès le départ. Enfin, Moi, je ne suis pas nécessitariste à proprement parler. Je dis que le nécessitarisme est une position parmi d'autres, et on ne peut pas la balayer d'un revers de main. Et puis, en particulier pour des conceptions métaphysiques hautement abstraites, ça me semble compliqué de faire appel à des notions comme le bon sens, l'intuition. la concevabilité, j'ai dit la concevabilité. Oui, mais même la concevabilité. Par exemple, tu as des modèles de réalisme modal. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que c'est le réalisme modal. L'idée de dire que tous les Oui, mondes possibles ont une ontologie propre. oui. Pas forcément, qu'il n'y aurait pas une prévalence ontologique de notre monde actuel sur d'autres mondes possibles. C'est une conception métaphysique nécessitariste, et pour autant, voilà, ça repose sur des conceptions métaphysiques qu'on ne peut pas trancher par la notion de concevabilité, de bon sens ou de tes arguments, non? Après, enfin, moi, je ne sais pas quoi répondre à un nécessitariste parce que ça me semble tellement évident que, en fait, ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, on peut plus argumenter quand la personne en question ne reconnaît pas ce qui semble être des évidences. Parce que pour moi, ça me semble évident que j'aurais pu ne pas exister. Enfin, tu vois, ou des choses comme ça. Enfin, ou que ce stabilo aurait pu ne pas exister. Enfin, c'est juste là, c'est un clash d'intuition. Non, Mais mais enfin, bref. après, je te laisse la responsabilité de cette affirmation. Moi, je pense que ça ne va pas de soi. Après, les auditeurs se feront une idée du débat. Bah, Euh, j'ai pas eu l'occasion de donner, à mon avis, l'argument le plus intéressant en faveur de la contingence de l'univers, ok. c'est de dire, mais il présuppose que l'interlocuteur reconnaît qu'il y a des êtres contingents dans notre quotidien. Je veux dire, si quelqu'un en face ne reconnaît pas l'existence d'êtres contingents dans notre quotidien, en fait, c'est même pas impossible de décoller. Et donc, moi, j'argumente en faveur de la contingence de l'univers que si l'autre en question reconnaît qu'il existe au moins certains êtres contingents, sinon ça n'a pas de sens. Bon, bah, moi, je ne remets pas en cause. Enfin, je remets en cause, mais je n'affirme rien. Donc, admettons qu'il y ait des choses contingentes, et voyons la suite de l'argument. Et ben, s'il existe des choses contingentes, on peut en faire la somme, on peut en faire le paquet, et donc on va faire la collection, la conjonction de tous les êtres contingents. On va en faire la somme, donc on prend les bateaux, les baleines, les pingouins, les fluctuations quantiques, les hommes politiques, tout ça, tous les êtres contingents, et on en fait un gros paquet. Et ben, ce paquet-là qu'on va former, lui-même, il va être contingent. C'est impossible de former un être nécessaire à partir de choses purement contingentes. Et donc, la totalité qu'on va obtenir, elle sera elle-même contingente. Et donc, la totalité des êtres contingents sera contingente. Et par le principe de raison suffisante, cette totalité aura une cause. Et cette cause, quand on se dit quelle est la cause de tous les êtres contingents, ça ne peut pas être un être contingent, sinon il serait inclus dans la totalité. Et donc forcément, ça établit l'existence d'un être nécessaire. D'accord. Voilà. Donc, en fait, l'argument conclut en l'existence d'une cause première nécessaire qui aurait fait l'univers. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Un être D'accord. nécessaire, c'est-à-dire un être absolument, enfin, qui aurait pas pu ne pas exister, un être qui a en lui-même la raison de son existence, et un être dont on ne peut pas se demander à son propos s'il aurait pu être légèrement différent, s'il aurait pu être un peu plus grand, un peu plus petit, ou des choses comme ça. C'est un être qui a en lui-même la raison de son existence. Et ça, c'est un peu ça la première étape de l'argument de la contingence. D'accord. Après, finalement, l'argument de la contingence ne fait rien d'autre que supposer que l'univers est contingent, et en déduit que
si l'univers a une cause première, cette cause première est nécessaire. Si on résume finalement le raisonnement. Ouais, sauf qu'il ne veut pas juste supposer que l'univers est contingent. Il donne des arguments favorables au fait que l'univers soit contingent. Comme le fait qu'une conjonction finie ou infinie d'être contingent ne peut pas former quelque chose de nécessaire. Et donc on peut définir l'univers comme étant la conjonction de tous les êtres contingents, la totalité de tous les êtres contingents. D'accord. Mais après, c'est une définition particulière de l'univers. C'est-à-dire que tu vas donner cette définition au mot univers, qui est la collection de toutes les choses contingentes. Et donc, tu vas présupposer que l'être nécessaire, ta cause première nécessaire, est en dehors de l'univers, parce qu'elle est nécessaire. Mais finalement, c'est assez arbitraire la façon dont on délimite l'univers. Enfin, en outre, je ne sais pas si la première définition de l'univers que tu présentais dans l'argument du Kalam est compatible avec cette vision d'agrégat de contingence que tu me présentes. Pourquoi Pourquoi ça serait incompatible? Pourquoi ça serait incompatible de dire que l'univers, c'est à la fois la totalité de la réalité spatio-temporelle et la totalité des êtres contingents? En quoi il y aurait une contradiction dans ces deux affirmations? Parce qu'il faudrait justifier que la totalité des êtres contingents et l'ensemble de la réalité matérielle spatio-temporelle délimitent la même extension. Et c'est pas du tout dit. Pour établir Oui, une mais égalité entre deux ensembles, il faut justifier l'égalité d'extensionnalité. je suis d'accord, mais là, c'est toi qui as affirmé que ça serait incompatible. Donc c'est celui qui affirme que deux choses sont incompatibles qui a la charge de la preuve de prouver que ces deux choses-là sont incompatibles. Moi, j'affirme pas que c'est incompatible. Je dis que tu affirmes une égalité entre deux ensembles qui n'ont a priori rien à voir. D'accord. L'ensemble des êtres contingents d'une part et l'ensemble de la réalité spatio-temporelle et matérielle de l'autre. Et donc c'est toi là qui affirme une égalité entre ces deux ensembles. Moi, je te demande, en vertu du principe, enfin de l'axiome d'extensionnalité, qu'est-ce qui justifie que tes deux ensembles En fait, soient égaux? en fait, c'est deux définitions différentes qu'on utilise dans deux arguments différents. Et après, ça laisse la possibilité ouverte que ces ensembles soient les mêmes ou non. C'est plus une querelle sémantique dans ce cas-là, c'est-à-dire savoir ce qu'on appelle univers, mais il faut bien se mettre d'accord sur les termes, parce qu'après ça peut nuire finalement à Je suis d'accord. certains. Et donc, pour se mettre d'accord sur les termes, dans l'argument des Kalam, j'ai dit que l'univers, c'était la totalité de la réalité spatio-temporelle. Et dans l'argument de la contingence, j'ai dit que l'univers, la définition que j'ai utilisée dans cet argument précis, c'est la conjonction de tous les êtres contingents. D'accord, dans ce cas-là, ok, j'ai pas de problème avec cet argument. Maintenant, est-ce que cet être nécessaire qui serait du coup la cause de la contingence des autres, enfin de la contingence de l'univers, selon ta seconde définition, en quoi cet être nécessaire serait Dieu et pas simplement une cause première? En fait, une fois qu'on accepte l'existence de l'être nécessaire, en réalité, il faut se demander à quoi peut ressembler cet être nécessaire. Donc, on l'a dit, l'être nécessaire, il doit avoir en lui-même la raison de son existence. C'est pas possible de se demander à son propos s'il aurait pu être différent, s'il aurait pu être légèrement plus petit, légèrement plus grand, ou toutes ces choses-là, ce sont des questions dépourvues de sens. Donc, l'être nécessaire, il doit être nécessairement sans limite, parce que s'il avait une limite quelconque, X, eh bien, il y aurait de suite la question, mais alors pourquoi est-ce que cette limite n'est pas x plus epsilon ou x moins epsilon ou des choses comme ça? Et, euh, et donc là, le principe de raison suffisante s'appliquerait encore et encore et encore. Et donc, une fois qu'on admet qu'il faut une explication ultime, il faut que cet être en question soit sans limite arbitraire. Il ne peut pas y avoir de limite arbitraire au sein de l'être nécessaire. Alors, Et donc, ça veut... sans limite arbitraire, je suis d'accord avec toi, mais ça ne veut pas forcément dire sans limite. Il Bien pourrait tout sûr, à fait avoir des oui, oui, contradictions logiques à une certaine. oui, Voilà. oui, oui, bien sûr. Euh, donc, évidemment, je dis juste sans limite arbitraire. Donc, sauf que le problème, c'est que tout ce qui est matériel, tout ce qui est enfin, fait de matière, a justement des limites arbitraires. Donc, par exemple, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que
la matière fondamentale de l'univers, pourquoi est-ce que les constantes qui régissent le cosmos sont pas réglées avec plus ou moins epsilon ou des choses comme ça. Et donc, l'être nécessaire ne peut pas être matériel. Sinon, il ne serait pas vraiment un être nécessaire. On pourrait toujours se poser des questions sur pourquoi est-ce qu'il est comme ci plutôt que comme cela. Et donc, il ne peut pas être matériel, il ne peut pas être dans l'espace, il ne peut pas être dans le temps. Parce que s'il était dans le temps, on pourrait se demander mais pourquoi est-ce qu'il est comme ça à cet instant-là et pas comme ça à cet instant-là. Donc, il doit être en dehors du temps, il doit être absolument immatériel. Et donc, on l'a dit, il est la cause de l'univers, on ne peut pas être voilà, dans la réalité spatio-temporelle. Et donc, de manière générale, sans limite arbitraire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas non plus avoir de limite dans sa puissance. Parce que l'être nécessaire, on sait qu'il a un degré non nul de puissance, parce qu'il a créé l'univers. Il est la cause de l'univers, donc il a eu la puissance d'engendrer l'univers. Et comme par ailleurs, il n'admet aucune limite arbitraire, il s'ensuit qu'il admet une puissance infinie. Alors, je pense que c'est assez intéressant de définir ce qu'on entend par puissance, ça me paraît assez flou. En particulier, quand tu parles de créer, pour l'instant, on a simplement établi que c'est une causalité. Le fait de parler de création, à oui. mon avis, c'est une rhétorique assez dangereuse qui nous ferait conclure hâtivement à une spiritualité ou à une intention, alors que pour l'instant, on n'a pas établi ça. Donc, pourquoi la cause première aurait une puissance particulière et surtout, comment définir la puissance? La puissance, c'est la capacité d'engendrer quelque chose, la capacité de générer. Et donc, même si on ne parle pas de création, il est indéniable qu'une fois qu'on admet que l'être nécessaire est la cause de l'univers, il a eu la capacité interne d'engendrer l'univers et donc la puissance de créer l'univers, sous cette définition-là. Et donc, il admet une puissance qui est non nulle. Et comme par ailleurs, il n'admet pas de limite arbitraire, il admet une puissance infinie. Donc ensuite, tu parles de Dieu comme étant personnel. Donc, quels seraient tes arguments pour dire que Dieu serait, en tout cas que la cause première serait nécessairement personnelle et non pas une abstraction? Eh ben, en fait, déjà avant de répondre à ça, j'aimerais faire remarquer aux auditeurs que l'omniscience est impliquée par l'omnipotence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on concède l'existence d'un être omnipotent, il s'ensuit logiquement qu'il est omniscient, parce que l'omniscience, c'est de connaître tout ce qui est logiquement connaissable. Euh, Or, la connaissance est un pouvoir de l'intellect. Donc, si un être est tout puissant, il a la capacité de tout connaître. Et donc, l'omnipotence implique l'omniscience. Euh, alors, ce serait vrai si jamais on établissait en premier lieu que la cause première est un intellect. Parce que on peut tout à fait concevoir une cause première qui ne serait pas du tout personnelle. Et donc, dans ce cas-là, la notion même d'omniscience serait vide de sens. Enfin, Oui, oui, ça je vois présuppose. mal parler, par exemple, des axiomes ZFC comme étant omniscients, même s'ils Oui. génèrent les principes, les théorèmes des mathématiques. Alors, pourquoi est-ce que la cause est personnelle, c'est ça? Ou, Oui. Qu'est-ce qui justifie à considérer que la cause première nécessaire serait forcément personnelle, une conscience, un individu? Alors ça, c'est une question qui a été traitée par pas mal de philosophes analytiques contemporains, et c'est lié au fait que on constate que l'être nécessaire a produit un effet qui est contingent. Et la question, c'est comment est-ce qu'on explique qu'un être qui est absolument nécessaire ait produit un effet, un acte contingent? Eh bien, je dirais que c'est la seule option euh, qui expliquerait pourquoi c'est possible, c'est parce que euh, l'être nécessaire en question est libre de pouvoir générer une création qui est contingente. Parce que si l'être nécessaire n'était pas personnel ou libre dans la cause, enfin dans la création de cet univers contingent, alors on devrait avoir l'univers qui découlerait spontanément de la cause nécessaire de toute éternité. Et donc, ça voudrait dire que l'univers serait nécessaire lui aussi, si il était le fruit d'une cause qui était purement impersonnelle. Or, si on admet que l'univers est contingent, eh ben, ça veut dire que l'être nécessaire doit, doit avoir pu
a pu agir librement pour engendrer cet univers, parce qu'il est Euh, contingent. Pourquoi tu fais le lien spécialement entre la liberté et le côté personnel? Enfin, pour moi, ça n'a pas forcément de lien. Ah bah, parce que si on arrive à montrer que un agent A est libre, alors il s'agit d'une personne. Enfin, en tout cas, C'est quoi la liberté pour toi? la liberté, c'est pouvoir choisir entre au moins deux possibilités. Donc, j'adhère au principe des possibilités alternatives. J'ai une vision libertarienne de la liberté. Et donc, c'est pouvoir poser un acte, choisir intentionnellement de, d'agir comme ci plutôt que comme cela. C'est la Bah, liberté. pour moi, la notion de choix et d'intention est encore plus floue que celle de liberté. Mais si tu présupposes des avenirs possibles et que l'entité force un avenir parmi des avenirs possibles, ce que tu présupposes en fait finalement quand tu parles de choix, c'est-à-dire que en gros quand on parle de choix, c'est qu'il y a plusieurs possibilités et que l'entité va dans une possibilité parmi d'autres. C'est un peu ce que tu dis, non? Oui, c'est ça, c'est qu'il y a Alors, plusieurs choix possibles et que l'entité en question pose quand même, enfin, pose un acte intentionnel pour prendre une option plutôt qu'une autre. la notion d'intention, elle renvoie de façon indirecte à l'intuition qu'on se fait d'une personne. En fait, on personnifie la cause première en parlant d'intention, donc c'est assez artificiel finalement. Parce que tu Hum, évoques la notion d'intention, mais juste parce que tu penses derrière que la cause première est personnelle. Et c'est ce qu'on essaie, justement, c'est ce qu'on essaie de justifier. Donc, oui, je suis d'accord, il ne faut pas présupposer qu'elle est personnelle. Je dis juste que si la cause n'était pas personnelle, c'est-à-dire que c'était une force impersonnelle, on devrait s'attendre à ce que l'univers découle éternellement de cette cause incausée nécessaire, et que l'univers soit nécessaire lui aussi. en fait, le problème avec cette définition de liberté, c'est pas tant la définition en elle-même, on pourrait utiliser n'importe quel mot, c'est simplement que moi j'essaie de justifier les attributs de ta cause première. Et tu me dis que la cause première est nécessairement libre, donc personnelle. Moi je te dis pourquoi? Pourquoi est-elle libre? Pourquoi est-elle personnelle? Oui, parce que dans ma définition euh, de la liberté, il y a implicitement cette notion d'intentionnalité, effectivement, Donc, et que oui, mais les encore êtres une humains. fois, le fait que la cause première nécessaire engendre de la contingence, la force à être libre. Parce que si elle n'était pas libre, c'est-à-dire que si elle n'était pas libre, enfin, si elle ne pouvait pas intentionnellement engendrer quoi que ce soit, on devrait s'attendre à ce que l'univers soit coéternel à la cause et qu'il soit nécessaire lui aussi. Bah, je vois pas pourquoi on a faire ça. Et en plus, l'univers en tant que tel, en tant qu'entité globale, encore une fois, il existe de toute éternité. Mais Même si l'univers était éternel, il serait quand même contingent, d'accord? Enfin, dans l'hypothèse enfin, si l'argument de la contingence est valide, l'univers même éternel aurait besoin d'une cause externe et il dépendrait en dernière instance d'un être nécessaire qui le maintiendrait dans l'existence. Et la question se pose quand même, comment est-ce que ça se fait qu'un être nécessaire a pu générer, a pu produire, même de toute éternité, hein, supposons de toute éternité, euh, quelque chose de contingent. Et moi, je dis que cette explication qui passe du nécessaire au contingent, elle ne peut que être le fruit d'un acte libre, d'un acte intentionnel. Je ne vois pas comment expliquer l'existence d'un univers contingent euh, par un être nécessaire sans faire intervenir la notion d'intentionnalité de créer. le problème, c'est que tu ne définis pas ce que tu entends par intentionnalité. Donc, pour moi, le principe par lequel l'électron se réalise dans un certain état alors qu'il aurait pu en être autrement, pourrait être le même principe par lequel la cause nécessaire génère un état contingent de l'univers alors qu'il aurait pu en être autrement. La cause première a un caractère intrinsèque indéterministe qui permet de générer de la contingence à partir de la nécessité, si tu veux. Mais la notion d'intentionnalité me paraît superflue, encore une fois. Ouais. Faudrait que j'y réfléchisse, mais j'avais dit à un moment que, oui, voilà,
un argument pour penser que la cause est personnelle, qu'elle peut être capable d'intentionnalité, c'est le fait, je crois que j'en avais parlé dans le chapitre sur le calame, de dire que on a établi déjà que l'aide nécessaire est immatérielle. Et or, ce qui est immatériel est soit une abstraction, soit un esprit, c'est-à-dire une intelligence dotée de volonté. Sauf qu'on sait que ça peut pas être une abstraction parce que les abstractions n'ont pas de pouvoir causal. Et donc, par élimination, il s'ensuit que l'être nécessaire est de nature personnelle. Pourquoi les abstractions? Parce que, par exemple, dans un match de foot, ce sont les 11 joueurs qui gagnent le match, c'est pas le chiffre 11. Le chiffre 11, il cause rien dans le monde réel. Il est Je sais pas, déconnecté des... tu donnes la définition suivante de cause A et cause de B, si et seulement si A peut exister sans B, mais pas B sans A. C'est ce que j'ai lu dans ton livre. Ouais. Par ailleurs, tu présupposes que par exemple l'infini actuel n'existe pas dans le monde physique. Donc il existe des concepts mathématiques, des abstractions, à l'F0, à l'F1, qui selon toi n'existent pas dans le monde physique. Oui. Autant toutes les choses dans le monde physique qui sont regroupées en catégories ne peuvent pas exister sans l'existence de ces catégories qui les déterminent. Les 11 joueurs ne sont 11 qu'en vertu du fait qu'il y ait le concept de 11 qui justifie que ce sont vraiment 11 joueurs. Donc il y a bien une causalité de concept abstrait 11 vers le particulier 11 joueurs. Ok, mais c'est pas le chiffre 11 qui peut gagner le match de football. C'est pas Je vois pas le rapport l'abstraction. avec. Le rapport, c'est que les abstractions en tant que telles, que ce soit les lois enfin, comment dire, les chiffres, n'agissent pas dans le monde réel. C'est pas eux qui causent des choses. Tu vois, il n'y a pas de relation causale entre un chiffre et la réalité physique. D'accord? C'est pas. Mais il y a Je une veux dire ou relation pas? causale dans le sens de l'implication de l'existence. Après, tu me parles de causalité comme si c'était une sorte de contact. On devrait voir 11 se balader dans la réalité pour pouvoir admettre qu'il y a une causalité. Ça ne fonctionne pas comme ça, et surtout que ça ne fonctionne pas avec la définition que tu donnes de causalité. La causalité, telle que tu l'entends de façon rigoureuse, c'est une implication de l'existence. Et donc l'abstraction peut très bien causer des choses concrètes en vertu du fait qu'elles peuvent exister Ouais. sans que ces choses concrètes n'existent, mais que les choses concrètes, puisqu'elles ne sont pas infiniment particulières, on vit dans un monde dont les particuliers sont regroupés en catégories, ce monde particulier ne peut pas exister sans ces abstractions. Oui, tu veux dire que la définition de la causalité que j'ai donnée, qui était que A peut exister sans B, tandis que B peut ne pas exister sans A, si on l'applique aux abstractions, alors ça veut dire que les abstractions peuvent causer certaines choses. C'est ça que tu es en train de dire. Tout à fait. Oui. Dans ce cas-là, la définition de la causalité telle que je l'entendais, quand je disais A peut exister sans B, tandis que B ne peut pas exister sans A, je l'entendais dans l'ordre de la relation physique, pas dans pas conceptuellement. C'est là où j'aurais peut-être être plus précis là-dessus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La différence entre la Pas dépendance vraiment. conceptuelle et la dépendance Pas la physique? relation physique. La physique, c'est une partie des choses qui Oui, existent. Mais la relation physique, c'est qu'il y a une action de causalité qui existe dans le monde réel. Tu vois? Là, la relation causale ici, elle fait intervenir aucune abstraction. C'est dans ce sens-là que j'entends la causalité dans une forme de relation de dépendance physique Mais entre après, des précisément, objets. lorsqu'on parle de métaphysique, lorsqu'on parle de causalité en métaphysique, on ne peut pas faire reposer cette définition sur des rapports physiques. Sinon, on fait de la physique, on ne fait pas de la métaphysique. Alors, dans ce cas-là, relation de dépendance métaphysique entre deux objets. D'accord, métaphysique, mais dans ce cas-là, une abstraction pourrait tout à fait avoir une relation de dépendance métaphysique. Là.
Déjà, il faudrait établir l'existence des abstractions, et ça, c'est pas garanti, hein. Il y a plein de courants antiréalistes, nominalistes, tout ça qui rejettent l'existence des abstractions. Mais même si on admettait que les abstractions existaient, euh, elles pourraient pas, comment dire, elles pourraient pas générer de la causalité dans le monde. Elles pourraient pas impliquer le mouvement ou des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai l'impression que... Non, mais Oui, j'ai dit mais que je comprends pas en quoi ta définition de causalité interdirait les abstractions d'avoir un pouvoir causal. J'ai l'impression que tu présupposes que la causalité, ça doit être nécessairement quelque chose de concret. C'est pas le cas. Et oui, puis même voilà. quand tu parles de Dieu, Dieu n'est pas une entité physique, n'est pas une entité concrète. Donc voilà. Aussi. Attends, faut pas confondre concret et physique. Non, mais dans les deux cas, Dieu n'est Dans le ni livre physique ni concret. Non, mais dans le livre, j'ai défini une entité concrète comme quelque chose qui n'était pas abstrait. Et donc, sous ce rapport-là, Dieu rentre dans les entités concrètes. Ouais, bon, selon une définition quand même assez particulière du concret, parce que pour moi, enfin, j'ai jamais vu que Dieu était quelque chose de concret, mais peu importe. Mais concret, je l'ai défini au début de mon chapitre sur la contingence, j'ai défini le concret comme tout ce qui s'oppose aux abstractions. Donc, ça comprend les choses physiques et des choses qui ne sont pas forcément d'ordre physique, mais qui ne sont pas des abstractions. Ouais, très bien, mais bon, si on admet cette définition du concret et de l'abstrait, qui à mon avis n'est pas la définition commune, mais encore une fois, peu importe si on s'entend sur les termes, euh, finalement c'est plutôt arbitraire cette notion de causalité que tu vas réduire au concret et pourquoi pas à des entités abstraites. Pourquoi réduire la causalité au concret et pas aux identités abstraites? Bah oui. Parce que ça me semble évident que les entités abstraites ne peuvent pas agir dans le monde physique. On ne Comme parle je l'ai pas donné avec d'action dans l'exemple. le monde physique, on parle de causalité en tant que quelque chose existe, enfin, voilà, quelque chose est cause de quelque chose d'autre si il peut exister sans l'autre, mais que l'autre ne peut pas exister sans lui. Il n'y Très a bien, pas bah de dans ce cas-là, raison de considérer qu'il y a une action physique, encore une fois. ok. Mais bon, on va Dans ce cas-là, pas. il suffit de modifier la définition initiale de la causalité et de la restreindre au sens de la relation de dépendance physique ou métaphysique. Oui, bon, dans ce cas-là, ça modifie quand même pas mal la plupart des raisonnements. Mais bon, si tu veux, comment ça se fait qu'un esprit peut, selon toi, en étant par ailleurs immatériel, non spatial, non temporel, avoir une action physique alors que les abstractions ne le peuvent pas? Et je dis que c'est en fait c'est la seule option qui nous reste. Donc si par élimination on élimine les abstractions comme ayant un pouvoir causal, on doit en déduire que l'esprit, c'est-à-dire une intelligence liée à la volonté, puisse agir de manière causale sur la matière. Donc typiquement, moi je le vois avec mon esprit, j'ai l'intention de soulever ce stabilo, donc je soulève ce stabilo. Et là, mon esprit a eu un pouvoir causal sur la matière, sur la réalité physique. Et donc, voilà, c'est une raison de penser que l'esprit peut pouvoir agir sur la matière. D'accord, mais la partie Mais, qui produit ce mouvement, pourquoi tu es porté à croire que c'est une partie immatérielle? de quoi? Tu pourrais très bien adopter un point de vue, même en n'étant pas entièrement physicaliste, hein, mais simplement en considérant que les, enfin, l'esprit se divise en deux composantes, finalement, une composante plutôt fonctionnelle et une composante plus subjective. Je reviendrai justement sur cette dualité quand on parlera du libre arbitre, de l'argument moral par la suite, mais si on conçoit les composantes fonctionnelles de l'esprit, donc la volonté, l'interactivité avec le monde extérieur, ce genre de choses, elles sont tout à fait explicables simplement par la description physique du cerveau. Je ne vois pas pourquoi tu viens postuler l'existence d'une immatérialité dans ces phénomènes. Ouais, enfin, de dire que la notion d'intentionnalité est purement explicable par la description physique du cerveau, ça c'est quelque chose que j'ai tendance à rejeter. C'est une approche réductionniste en philosophie de l'esprit à laquelle je n'adhère pas.
je ne suis pas, réductionniste en philosophie de l'esprit. Mais, de toute façon, même si dans notre cas, ça pouvait s'expliquer par les interactions, purement par les interactions moléculaires dans le cerveau, euh, ça montrerait pas que, en principe, il pourrait y avoir un esprit transcendant qui puisse avoir un pouvoir causal sur la matière. Euh, donc, tant qu'on n'a pas éliminé cette hypothèse comme étant impossible, on peut, Non, mais peut on peut imaginer que c'est le cas. imaginer, mais seulement le problème, c'est que les esprits qu'on rencontre quotidiennement, ce sont tous des esprits matériels, ce sont tous des esprits attachés à un corps. Et le fait de créer comme ça une entité qui serait un esprit immatériel, c'est vérifié nulle part. Simplement, Attends. Là, tu es en train de faire une assertion comme quoi l'esprit est matériel. Mais c'est pas du non, tout évident, je et dis c'est que quelque chose qui tout est vachement esprit qu'on débattu en rencontre, philosophie de l'esprit. non, mais je dis pas ça. Je dis que tout esprit qu'on rencontre euh, dans notre vie quotidienne est attaché à un corps. On n'a jamais vu, a priori, d'esprit qui seraient pas attachés à des bouts, des morceaux des systèmes physiques. Bon. Donc dans ce cas-là, on peut discuter l'existence même d'un esprit immatériel. Oui, mais du coup, là, en fait, l'argument que j'ai donné en disant ce qui est immatériel est soit une abstraction, soit un esprit, mais les abstractions n'ont pas de pouvoir causal, donc la cause doit être un esprit, elle établit justement l'existence du fait qu'il puisse y avoir un esprit en dehors d'un corps. Parce que là, on parle d'une cause qui est immatérielle. Donc là, en fait, on est à un stade où on a établi qu'il y a une cause qui est immatérielle de la totalité de l'univers. Et la question, c'est à quoi est-ce que peut ressembler cette cause immatérielle? Et Mhm. donc, on se dit, bah, on élimine les candidats plausibles. Et donc, on élimine les abstractions, et il reste peut-être le seul candidat plausible, un esprit. Donc, c'est un argument positif en faveur du fait qu'il peut y avoir un esprit qui ne dépend pas d'un corps. En tout cas, ce qui est immatériel dans l'esprit me paraît être... Enfin, il n'y a rien qui justifie que ce qui est immatériel dans l'esprit ait plus de pouvoir causal qu'une abstraction. Parce que justement, pour moi, la partie qui génère le pouvoir causal dans la vie de tous les jours, hein, quand une personne fait un certain choix, bah, c'est justement les réactions chimiques et physiques de son cerveau qui le poussent à agir d'une certaine façon. Pourquoi présupposer qu'il existe une force transcendante plus dans son système qui le pousse à agir d'une certaine façon? Je pense que c'est contestable. Je pense que tout ça, c'est lié à la notion de volonté. En fait, pour qu'il y ait un pouvoir causal, il faut qu'il y ait de la volonté. Et les abstractions n'ont pas de volonté. C'est là où il y a une vraie différence entre l'esprit et les abstractions. Mais enfin, pour moi, la volonté n'est pas forcément une chose transcendante. On peut tout à fait expliquer pourquoi certaines personnes veulent certaines choses en décrivant l'état physique de leur machine cérébrale. Oui, mais dans ce cas, dans le cas de la cause de l'univers, on sait à l'avance qu'il peut pas y avoir que la cause peut pas être physique, elle peut pas être matérielle. Et donc, on doit en conclure qu'il doit y avoir quelque chose qui peut être volontaire, qui peut apposer un acte d'intentionnalité et qui n'a pas de corps, qui n'est pas matériel. Mais de toute façon, est-ce que tu es d'accord qu'à partir du moment où euh, il y a, qu'il y a deux types d'explications en général quand on cherche à expliquer un phénomène, tu peux avoir ou bien des explications d'ordre scientifique ou bien des explications d'ordre personnel, c'est-à-dire liées à un intellect qui a posé un acte de la volonté. Oui, Et bah ça, donc, c'est la distinction de Richard Swinburne. Swinburne, oui, Mais Swinburne dit qu'il y a deux types d'explications, les explications scientifiques et personnelles. Or, étant donné que le premier état de l'univers ne peut pas avoir d'explication scientifique, parce que rien ne le précède en termes de conditions initiales, eh ben, la seule option, c'est que ça soit que le commencement de l'univers, enfin, que l'existence de l'univers soit l'objet d'une explication personnelle. bon, pour moi, déjà, il y a un problème dans ce raisonnement parce que bon, le terme scientifique est assez mal choisi parce que voilà, Physique, alors. ouais, il nous invite à limiter notre champ d'explication. Parce que finalement, c'est ce type d'explication, on pourrait dire que c'est une explication descriptive des phénomènes, et on le limite au phénomène physique. Il est tout à fait possible d'avoir un raisonnement descriptif, abstrait, mathématique, métaphysique. Enfin, je ne vois pas pourquoi on parle de raisonnement scientifique. Mais voilà, il faut déjà bien mettre ça au clair. Et ensuite,
Pourquoi une explication personnelle serait pas une explication scientifique, entre guillemets, déguisée? Parce que ce qu'on entend par explication scientifique, ça va être une description liée purement à l'interaction physique et moléculaire des atomes qui aboutissent à un certain résultat, alors que l'explication personnelle, ça va être quelque chose. Donc, typiquement, dans le livre, je donne l'analogie du thé. Donc, on peut se demander pourquoi est-ce que la casserole de thé est en train de bouillir. Bah, l'explication scientifique, ça va être eh bien, on a l'eau de la casserole qui bout parce que la chaleur de la flamme est transférée depuis le fond de la casserole vers le haut et ça accroît l'énergie cinétique des molécules, ça les fait bouillir et ça brise la tension et ça crée une ébullition. Ça, c'est l'explication scientifique. Et l'explication personnelle à pourquoi est-ce que la casserole est en train de bouillir, c'est parce que je voulais me faire du thé. Et donc, j'ai eu l'intention de faire bouillir la casserole. Et donc, on a deux types d'explications là, une scientifique, une personnelle, qui sont justes. C'est ça la distinction. Donc, c'est intéressant, on va reprendre cet exemple de la théière. Si je demande à quelqu'un pourquoi la théière bout et qu'il me répond qu'il voulait du thé, je peux très bien interpréter sa réponse comme une explication descriptive finalement, juste en faisant valoir que ses motivations, je sais pas, sa soif, sa gourmandise, son influence routinière ou que sais-je, ont des explications scientifiques. Aucun acte volontaire ne surgit comme ça de nulle part. Toute volonté, en tout cas en pratique, nécessite des conditions initiales, des explications de l'état interne du cerveau des personnes, des agents qui prennent des décisions. Donc finalement, Ouais. toute explication personnelle en pratique est une explication scientifique pour moi. Déjà, ça revient à être complètement déterministe et à nier l'existence du libre arbitre. On reparlera du libre arbitre par la suite, mais on peut tout à fait ne pas être déterministe et contester le libre arbitre. Mais on parlera du libre arbitre en détail. Ça, je suis pas d'accord, mais ouais, ok, on en D'accord. parlera. Donc voilà, en tout cas, cette notion de distinction entre les causes personnelles et les causes scientifiques, les causes descriptives, enfin, les explications plutôt personnelles et descriptives me paraît assez flou, je t'avoue. Mais je ne sais pas si tu avais d'autres arguments sur ce point-là. Mais... Non, mais après, j'avais aussi, si on établit que l'univers a un commencement, eh bien, la question, c'est comment est-ce que un effet éternel peut produire un effet temporel. Et il semble que l'explication la plus plausible, c'est que ce soit par un acte intentionnel et libre. Parce que si on avait affaire à un être qui serait impersonnel, c'est-à-dire sans aucune volonté, sans aucune intentionnalité, on devrait s'attendre à ce que l'univers découle spontanément de la cause incausée éternellement, et donc que l'univers soit éternel. Or, Bon, si on a de bonnes raisons de penser que l'univers a commencé d'exister, alors déjà, on sur le établit fait que l'univers en tant que quantité, je le répète souvent, mais j'ai l'impression qu'on se comprend mal sur cette notion d'entité globale. Lorsque je dis que l'univers en tant que quantité globale existe de toute éternité, n'est pas temporel, je ne dis pas qu'il n'a pas de commencement. On pourrait très bien imaginer un commencement à l'univers, et ensuite, même un commencement, une fin, un temps cloisonné, fini. Mais le temps en lui-même, la ligne temporelle, n'est pas à l'intérieur d'elle-même. Et c'est pour ça que je dis que l'univers global n'est pas temporel. Et donc cette ligne, elle ne peut qu'exister de toute éternité, puisque si elle n'existait pas de toute éternité, ça voudrait dire qu'elle existe au sein d'une métaligne, d'un temps qui la surpasserait, ce qui serait absurde. Ou en tout cas, ça nous inviterait à une régression à l'infini. Donc l'univers en tant que tel n'est pas dans un instant, il n'est pas temporel, donc il existe de toute éternité. C'est ça que je dis par ma formule, l'entité globale existe de toute éternité. Et je ne vois pas pourquoi la cause première ne pourrait pas générer ce concept qui existe de toute éternité, de temps global, et à l'intérieur duquel on trouverait voilà, les instants qui, eux, sont temporels. Par transitivité, la cause première générerait le temporel. Mais en fait, c'est plutôt naturel que la cause première ne soit pas de la nature des particulés qu'elle génère à travers les catégories qu'elle génère. C'est pas plus absurde que de dire que la cause première n'est pas bleue, mais elle génère tous les objets bleus. Parce qu'elle génère la notion de couleur, et que dans la notion de couleur, tu as la notion de bleu. Enfin, pas... La temporalité ne fait pas exception, c'est simplement une catégorie, quoi. Donc,
on a un peu passé en revue les différents attributs de Dieu, et on a parlé de l'argument de la contingence. On pourra se réserver une prochaine vidéo pour parler du fine-tuning, l'argument du fine-tuning, ainsi que l'apparition de la vie. Ça me paraît être deux arguments qui vont assez de pair. On pourra conclure la partie cosmologie avec ces deux arguments, si ça te va. Ouais. Ok, très bien, on fait comme ça. Très bien. Bah écoute, parfait. C'était un plaisir en tout cas de débattre avec toi à nouveau, et j'espère que le débat aura intéressé aussi nos auditeurs. Oui, bah, merci Hugo, et puis bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.